Bonjour à tous et bienvenue sur le talk de 13 à l'actu, le premier de la saison, et pour vous un spécial Olympique de Marseille. À mes côtés pour toute la durée de cette émission, notre chef de la rubrique culture, Benjamin Asseraf. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Journaliste pour Ex-City Local News, il nous a fait l'honneur de rejoindre la rédaction de 13 à l'actu, Mathias Manteghetti. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Et enfin le chef de la rubrique des sports de 13 à l'actu, en charge de l'Olympique de Marseille, Romain Ferrat. Bonjour chers amis marseillais. Et aujourd'hui au programme, trois sujets pour passer avec la trêve internationale. La semaine de l'Olympique de Marseille avec en point d'orgue OM PSG. Ce match nul est-il surcoté pour les Olympiens? Bob versus Deschamps. Quelle est la meilleure méthode? Quels sont leurs points de jeu? Quels sont leurs points forts, leurs faiblesses? Et lequel est le plus adapté à l'Olympique de Marseille? Et enfin, pour terminer, que joue réellement l'OM cette saison? Toutes ces questions, nous allons tenter d'y répondre pendant ce talk. Bonne émission. Et tout de suite, on commence avec le débrief de OM PSG. On va attaquer avec vous, Benjamin. Quelles sont vos impressions sur ce match? Mes impressions sur OM PSG, après une première mi-temps riche en buts, une deuxième mi-temps très décevante avec un 2 partout à la clé du match. Certains ont dit Gignac 2, Ibra 2. Pour moi, c'est plus OM 2, Ibra 2. Malgré tout, ce match nul, ça reste un mauvais résultat pour l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on y reviendra tout à l'heure. C'est un point de vue à développer. Ça reste un mauvais résultat, pourquoi ? Parce qu'en tant que leader et en ayant 3 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille était donc en bonne position, je pense, pour recevoir les Parisiens, même s'ils avaient une bonne série de petites victoires là derrière eux. Est-ce que l'OM avait vraiment les moyens de rivaliser avec ce PSG-là ? Les moyens, je sais pas. Après, la confiance, oui. La confiance, oui, même si on a perdu, même si on perd à Valenciennes 4-1, je veux dire c'est un faux pas, ça arrive, hein, on ne pouvait pas gagner tous les matchs comme ça, je veux dire en sortant à domicile, à l'extérieur, etc. Je veux dire, non, 2-2 pour moi c'est un mauvais résultat en tant que leader. Hein. Alors Mathias, vous suivez l'OM pour Ex-City Local News, également pour 13 à l'actu. Exactement. Vos impressions sur la semaine de l'OM ? Face au PSG, je trouve plutôt que c'est un bon résultat parce qu'on n'attendait pas l'OM à ce niveau en début de saison. Et quand Benjamin dit OM 2, Ibra 2, je suis plutôt d'accord parce qu'on n'a rien vu du PSG. Le PSG a été très très faible, s'en est remis en fait à l'individualité Ibrahimovic. Et l'OM a eu plus un esprit conquérant et collectif, mais aurait même pu faire mieux. En utilisant par exemple la profondeur, parce que j'ai trouvé qu'on n'avait pas du tout utilisé la profondeur. On l'a utilisé une fois. Malgré un très bon match des frères Ayou, de Jordan Ayou. Très bon match d'André Ayou surtout, qui a fait beaucoup de travail défensivement. Mais je trouve qu'on n'a pas du tout utilisé la profondeur. On l'a utilisé une fois, ça a fait but. On aurait dû appuyer sur ce côté-là avec des joueurs comme Alex ou Maxwell qui sont très, très lents. Est-ce que le PSG a eu peur de perdre ? Ce qui peut expliquer ce match très défensif et cette peur de l'erreur. Non, je pense pas, parce que le PSG se montre comme le favori de Ligue 1, dit qu'il veut gagner tous ses matchs, donc je pense pas que le PSG ait eu peur de perdre. Je trouve plutôt que le PSG a sous-estimé l'OM version Elibop et s'est confronté à une équipe très conquérante et qui n'est pas le cas du PSG et de l'effectif parisien. Moi j'aurais pu se dire pas peur de perdre, mais peur de pas gagner. Justement, moi j'aurais plus vu ce PSG qui joue un peu frustré à l'image des 2 buts d'Ibrahimovic, quoi. Je veux dire, c'est 2 coups de pied arrêtés, il n'y a pas eu vraiment de jeu, comme Mathias l'a dit dans son article sur 13 à l'actu, on a eu un Menez fantomatique du côté de Paris, vraiment fantomatique, quoi. Je veux dire, pour le rendement qu'il a habituellement, j'ai pas vu Menez, quoi. J'ai pas vu Menez. Alors après, je sais pas si c'est le défenseur qui a été bon. Alors justement, je sais Romain, plus qui c'est qui était sur Menez là pendant le match, mais je sais pas si c'est Morel. Je sais pas si c'est Morel qui a fait son match ou si c'est Menez qui l'a pas fait. Après, je pense qu'il y a trop d'individualité qu'on n'a pas vu côté parisien. Et Romain, votre impression sur ce match et sur la semaine olympienne, les certitudes qui ont été acquises à nouveau ? Alors sur la semaine, on s'attendait plus à perdre 3 points contre Paris et aller en chercher 1 à Valenciennes. C'est l'inverse qui a été fait. Après, je pense que c'est pas un mauvais résultat dans le sens où on a quand même pris un point contre Paris. Je pense que pas mal de monde aurait signé pour prendre un point face à cette équipe-là.
Après, je comprends Benjamin, je comprends l'avis de beaucoup de supporters et d'autres journalistes avec qui j'ai pu parler, qui m'ont notamment dit que, vu la physionomie du match, l'OM ne doit pas se contenter d'un point, et l'OM aurait dû pousser pour obtenir les 3 points. Alors ensuite, bon, bien sûr, il y a eu... C'est surtout que ça tranche avec l'historique de ce club, cette culture de la gagne qu'ils sont censés avoir. Oui, bien sûr, mais on se rend compte, nous les premiers, les difficultés auxquelles font face le club, on y reviendra après, les difficultés financières. On voit que beaucoup de jeunes ont été intégrés, il y a eu des départs et pas des moindres. Loudjara, César Aspilicueta, mine de rien, on a perdu Brandao. On voit que quand même si Gignac revient, Brandao fait son bonhomme de chemin à Saint-Etienne. Et je pense... C'est pourtant pas du tout le même style de jeu. Non, mais je pense que le style de jeu a changé avec Eli Bob. Bon, on y reviendra après, mais surtout aussi, je pense qu'Ancelotti ne voulait pas perdre ce match, à défaut de le gagner. Lorsqu'il a vu que le match tournait vraiment pour Marseille, on l'a vu dans ses changements, quand on a quelqu'un comme Néné sur le banc et qu'on se permet de ne pas le faire jouer pour plutôt faire rentrer Grégory Van der Wiel et finir le match avec 4 latéraux de formation sur la pelouse, on se rend bien compte que Paris ne voulait pas perdre le match et que c'est dans ce sens-là que c'est quand même regrettable, puisqu'un Paris faible et diminué est quand même venu chercher un peu au Vélodrome. Au final, c'est plutôt un bon résultat pour Paris, quoi. Hein. Oui, je suis d'accord. Voilà. Oui, Alors, c'est vrai moi, Compte tenu du déroulement de la rencontre, pour moi, c'est un bon résultat pour le Oui, PSG, même s'ils ont mené au score. Parce que voilà, il faut quand même rappeler qu'en 3 minutes, ils ont renversé le match quand même. Enfin, Ibrahimovic a renversé le match en 3 minutes. Maintenant, compte tenu du déroulement de la rencontre, l'OM n'a pas couru après le ballon, on n'a pas subi, on n'a pas... Je veux dire, c'est pas Paris qui a fait le jeu au Vélodrome, à part si on n'a pas vu le même match. Hein, maintenant, l'effectif entier a été fantomatique. c'est là-dessus que je voudrais revenir. Un club comme l'Olympique de Marseille, qui est premier au championnat, qui tourne bien actuellement, qui s'est rassuré à Limassol avec une victoire 5-1, on peut dire qu'ils sont rassurés. Ils perdent 4-1, ils reviennent derrière 5-1, l'équipe est bis, Loïc Rémy a pu se relancer. Oui. Donc à partir de là, c'est un match extrêmement positif. L'OM, à mon sens, aurait dû tuer ce match. À savoir que à 1-0, il y a cette faute. Enfin, faute de marquage, tout est relatif. Cette faute de marquage de Nkoulou sur Ibrahimovic. C'est plutôt Ibra qui prend. Je pense que c'est plutôt Ibra qui prend le dessus. Il aurait pu le marquer de la tête, mais c'était trop facile. C'est le seul à pouvoir marquer un tel but en Ligue 1, peut-être même en Europe. Il y a ce coup franc totalement improbable qui arrive. Je pense que c'est pas le coup franc qui est improbable. Je pense que, comme l'a dit Laurent Spinozzi, nos confrères d'OMTV, c'est surtout le mur en fait qui était mal placé, parce que si on regarde le ballon, certes il a mis un boulet de canon qui est parti à 103 km/h, mais si on regarde bien, et c'est pas pour être méchant, mais le ballon passe à la hauteur de la tête de Mathieu Valbuena, donc il n'était pas si haut tiré que ça, enfin il n'était pas tellement haut. On va pas se faire des amis à l'OM. Il était à mi-hauteur. Non mais voilà, il était frappé à mi-hauteur. Chers auditeurs, grâce à cette remarque de Monsieur Ferrat, nous n'aurons plus accès au Vélodrome et nous ne pourrons plus faire de Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile pour Steve, parce que j'en ai parlé avec lui après le match, il est masqué, il a le ballon qui arrive à hauteur de main, et ce qu'il a dit, j'aurais préféré qu'il arrive un peu plus haut et tendre les mains pour l'avoir. Il me dit là, il arrive à hauteur de mon torse, je vois pas le ballon partir, il arrivait tellement fort que je peux rien faire. Et puis je pense que c'est là où on voit que cette année on a vraiment une âme de guerrier, que comme on dit à Marseille, on crée une dégueule, parce que mené 2-1, on a su revenir, on n'a pas baissé les bras. Et à défaut de ne pas gagner ce match, on a su ne pas le perdre, et je pense que c'est un point positif. Alors, juste avant que tu reprennes la parole, Samuel, sur ce match-là, moi Romain, je suis d'accord avec toi, mais maintenant, en tant que classico, en tant qu'OM Paris, on a vu les plus beaux. Il y a que la première mi-temps qui a tenu ses promesses. En termes de but et en termes de jeu également, puisque en seconde mi-temps, j'étais pas au stade, mais honnêtement, je me suis ennuyé quoi. Devant ma télé, pour avoir été au stade, oui, la deuxième mi-temps était très pesante. On est d'accord, vous pouvez le retrouver d'ailleurs, l'article est sur le site. Il y a eu deux matchs avec 2 joueurs, avec 2 ambiances totalement différentes pour au final un résultat. Alors c'est sûr que 2 joueurs ont fait le match, ça a été bien, on est d'accord, mais après je pense qu'on doit se contenter vu de notre situation. C'est sûr qu'on est leader, c'est sûr qu'on peut dire tout ce qu'on veut. On a 19 points avant la trêve, on est pas mal. Et là, je sais pas si vous avez vu le calendrier, bon, je le rappelle aussi pour les auditeurs, on va avoir des gros matchs. On va enchaîner. Alors j'ai ça sous les yeux, on va enchaîner Lyon, se déplace à Troyes le 21. On reçoit Mönchengladbach le jeudi 25. Et après, on reçoit Lyon le dimanche 28. Et on a un déplacement en Coupe de la Ligue à Paris. Donc,
d'une part, c'est un calendrier qui n'est pas évident, à votre avis? Je pense que 3, ça devrait pas poser de gros problèmes pour les Ils sont à 2 Olympiens. points. Hein. Surtout qu'ils ont perdu en fait 2 joueurs très importants pour eux. Qui sont Beck qui est blessé. contre Bastia, 2 suspendus pour des raisons Et peu Nivet évidentes. Nivet joue. Je crois que Nivet va jouer, mais surtout qu'ils ont perdu deux joueurs contre Bastia, alors qu'ils étaient déjà pas très bien, ils ont que 2 points, et ils vont être encore plus dans le fond du trou, on va dire, donc je pense que ça va être un match qui devrait être facile normalement pour l'OM. C'est 3 points qu'il faut prendre obligatoirement. C'est 3 points qu'il faut prendre, c'est sûr. voilà, c'est 3 points qu'il faut prendre, maintenant qu'on est à notre place en première position, c'est des points qu'il faut prendre. Voilà, il faut capitaliser très rapidement les points, parce que Paris, je pense, va revenir fort très, très rapidement. S'ils arrivent enfin à trouver leur jeu, quand Lavezzi va revenir, ça va sûrement Ça mieux fait peur, tourner. hein. Paris qui joue mal est quand même pas loin derrière Voilà, nous, 3 Paris points, à donc 3 quand ça va se points mettre à seulement. Et l'heure, sans une équipe au complet. Voilà. C'est-à-dire que moi, à mon avis, Thiago Silva n'est pas encore à 100%. Ibra, on a vu, même si c'est très beau, on a vu du meilleur Ibra à une autre époque. Et puis Lavezzi qui c'est n'est pas pas mal, là, Lavezzi Ménez n'est pas qui là. à mon avis n'est clairement pas à son niveau. Néné qui Néné va sur le peut-être banc. être plus utilisé. Plus Je pense souvent. que Néné s'en va à la trêve, mais ça c'est un autre débat. Et Gamero qui fait quand même une excellente rentrée, hormis le double contact de Nkoulou. Non, je suis pas d'accord La sur rentrée est ça. bonne. Tu peux pas dire, Je suis pas d'accord dire sur que ça. Gamero il a pas fait été une bonne. décisif, donc il a pas fait une bonne rentrée. C'est pas question d'être décisif C'est ou pas- pas, c'est que exactement. quand tu es en concurrence avec Zlatan Ibrahimovic, tu ne peux pas faire une bonne rentrée. Même si Gamero, moi, est un joueur que j'ai toujours apprécié, tu ne peux pas dire avoir fait une bonne rentrée quand tu es en concurrence avec Zlatan Ibrahimovic et quand tu as peut-être 90 minutes ou même 180 minutes dans les jambes. Oui, mais 180 minutes à 2 buts quand même. Hein. D'accord. Oui, d'accord. Mais pour moi, c'est pas le rendement qu'il devrait avoir pour une équipe comme Paris, quoi. Pour revenir sur le calendrier, c'est justement sur ça que je voulais appuyer. On va recevoir Mönchengladbach, on va aller à Lyon, je crois on reçoit Lyon et on va à Paris. On reçoit Lyon. On oui. reçoit Lyon, voilà, ça va être très dur à gérer parce que mine de rien, Lyon fait son bonhomme de chemin. Et Même si c'est en dents de scie. oui, hein, pour voilà, Lyon, oui, c'est en dents de scie. Ils sont troisième pour l'instant. C'est en dents de scie. Ils sont Je- troisième, mais c'est pareil que je je les pense- mettrais dans le même sac que Paris. Hein. Ils je sont pense pas à que 100%, mais ils font quand même. Lyon, Il y a Gourcuff qui n'est pas là. Il y a la révélation lyonnaise Clément Grenier. Donc à partir de là, oui, mais je pense que Lyon vivote plus dans le haut du tableau que ce qu'ils n'y sont présents. Parce Ouais. que si on regarde bien, Lyon pour l'instant n'a fait qu'un gros match qui était contre Lille, qu'ils ont égalisé miraculeusement. Sinon, Lyon n'a pas. Faut dire eu- aussi qu'ils n'ont pas de chance contre Bordeaux, Voilà. un match qu'ils doivent gagner Ah, très hold up. facilement. Je sais que pas s'ils Bordeaux ont pas gagne. de chance ou si c'est Bordeaux qui a vraiment cette réussite du début de saison. Et Hein, qui là. est Enfin, un c'est un autre but- débat. il y a Oui, aussi c'est un un but débat. il a quand même refusé, craqué ouais. face à Newcastle derrière. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais, voilà, il y a un but refusé pour la Lacazette que personne Alors. ne sait encore pourquoi il est refusé. Je pense que Lyon a, en plus de ne pas avoir de chance, Lyon est pas en place aussi comme Paris. Voilà, des 3 gros clubs, c'est l'OM en fait qui a été prêt le plus rapidement. C'est pour ça qu'on est devant maintenant, mais il faudra faire les comptes à la trêve. Je vois Romain qui s'agite et qui reprend la parole. C'est justement pour lancer le deuxième thème. Justement, ce calendrier me fait peur par rapport justement à l'effectif. Donc Samuel, je te laisse la parole. Je veux savoir exactement que penses-tu toi de cet effectif, parce que je trouve qu'on est juste et c'est là où on s'en rend compte. On a 3 compétitions à aborder. Mine de rien, la Coupe de la Ligue, on ne peut pas la lâcher. Depuis 2008, on est invaincu. C'est notre coupe, je veux dire. À chaque fois que j'en parle avec les supporters ou quoi, c'est quand même ce qui a redoré le blason. 17 ans après, Deschamps nous l'a apporté en premier, cette coupe. Je pense qu'on ne peut pas la lâcher, encore moins à Paris, au Parc des Princes. On doit défendre notre titre. Le match en championnat à Lyon, on le sait, c'est l'Olympico. Ça a toujours été des gros matchs. Et le match contre les Allemands, ça va pas être un match facile. Donc après, à nous de prendre la décision si on compte lâcher cette coupe ou pas. Mais quoi qu'il en soit, je pense que fin octobre, début novembre, avant la trêve de mi-saison, on saura vraiment ce que vaut l'effectif marseillais et est-ce qu'il faudra faire des réajustements, parce qu'on sait quand même que Barton va rentrer puisqu'il aura ses matchs de suspension qui seront levés. On sait que même si je ne pense pas qu'il jouera, Souleymane Diawara reviendra après sa blessure. Donc il faudra voir ce que ça Est-ce qu'il donne. pourra récupérer sa place? Ça, c'est notre question. Ben, bon, on n'est pas encore fixé, hein, mais si Nicolas Nkoulou part à la Coupe d'Afrique des Nations en janvier, je pense que Diawara aura sa place. À moins Les de Marseillais faire cette espèrent phrase. que le Cameroun ne se qualifie pas Ouais, ouais. Ils sont mal pour la partis, Coupe hein, d'Afrique. ouais, Ils sont ouais. très mal Ils ont partis et perdu ça Ils ont perdu 2 redonne le sourire aux Avant de supporters parce que lancer sans le- Nkoulou, c'est compliqué. Justement, pour lancer ce sujet sur l'effectif olympien et ce que joue réellement l'OM cette saison, il y a un joueur qui m'a impressionné sur le match contre Paris. On en a parlé, c'est par sa prestation défensive.
c'est André Ayew. Et l'image qui me reste de ce match, c'est ce retour qu'il fait sur un des attaquants parisiens. Et il se relève et se met face au virage sud. Et dans une position très Balotelli, crie et invective le stade à le suivre. Mais ça, c'est tout André Ayew. De toute façon, Ouais. il adore les grands matchs. On l'a vu à Dortmund, on l'a vu à Milan, on l'a vu dans tous les grands matchs, il est présent, dans tous les classicos, dans tous les matchs face à Lyon. C'est un joueur qui a vraiment jamais déçu dans les grands matchs. Il aime ce genre de rencontres et c'est pour ça aussi que les grands clubs le suivent, parce que dans un grand club, on aime ce genre de joueur qui se bat sur chaque. Donc attendez, verdict de ce OM PSG, positif, négatif, Benjamin, Négatif pour l'OM. Mathias, Pour moi, il est positif. Romain. Pour moi, il est négatif pour Paris et positif pour nous dans la mesure où on est toujours leader. Pour moi, c'est un bilan négatif. Nous allons fermer cette page de la semaine de l'Olympique de Marseille. Et tout de suite, que joue réellement l'OM cette saison? Un recrutement limité, des finances à sec, un passage devant le conseil de surveillance houleux et finalement bien négocié par Vincent Labrune, le départ de Didier Deschamps, des départs en pagaille comme nous l'avons évoqué. Où en est l'Olympique de Marseille et quels sont leurs objectifs? Personnellement, je pense que l'Olympique de Marseille devra tabler sur le championnat si on veut réussir quelque chose cette saison. Le championnat, voire la Coupe de la Ligue si on a la chance de passer le premier tour au Parc des Princes. Parce que en Europa League, ça va être très très compliqué. Il y a un tour de plus qu'en Champions League si on passe les Des équipes prétendument moins poules. fortes aussi. Des équipes prétendument moins fortes, mais c'est quand même une Europa League très relevée cette année. Je pense qu'avec cet effectif, avec beaucoup de jeunes, ça va être compliqué de pouvoir tabler sur toutes les compétitions. Je pense que ce serait vraiment bien pour l'OM et pour l'avenir du club, de toute façon, de tabler sur une bonne prestation en Ligue 1, parce qu'une qualification en Champions League serait vraiment une bonne chose pour les finances, parce que le club en a vraiment besoin. Pour moi, je suis d'accord avec Mathias. C'est vrai qu'on va devoir plutôt tabler sur le championnat cette saison. Maintenant, même si je nous vois européens en fin de saison, je pense que les 18 points qu'on a pris là, avec cette série de 6 victoires, À la fin. voilà, je pense que vraiment ça va être 18 points qui vont nous faire du bien à la fin de la saison. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, Romain. Alors, je vais égayer un peu ce débat de quelques stats. Les seules équipes qui ont réussi comme nous à gagner du moins leurs 5 premiers matchs, la pire équipe, ça a été Lille qui a fini 5ème, donc qui est rentrée dans les places européennes. Donc, pour avoir vécu cette situation seulement cette année, je pense que l'OM devrait, je suis d'accord avec vous, se concentrer sur le championnat, parce que le championnat, c'est notre principale source de revenus. Après, moi, un titre de champion, je pense pas qu'on ait l'effectif pour. Hein. Après, voilà. Maintenant, je pense Montpellier- qu'on a un effectif trop restreint, trop. Non, puis de toute après- façon, tu as cet ogre parisien Oui, qui mais- t'empêche de. Oui, je vais mais pas dire de rêver, mais moi, d'y croire. sincèrement, c'est pas Paris qui me fait peur. Je pense que si on n'est pas champion, ce sera à cause de nous et pas parce que Paris nous en Ouais. empêche. Alors, Je pense aussi. Parce Juste que une chose. regarde, Vas-y, Romain. l'année dernière, Montpellier, tout le monde disait quand est-ce que ça va s'arrêter et quand est-ce qu'ils vont Et perdre. ça s'est pas arrêté. Hein. Et ça s'est pas arrêté. Mais dans quel état ils sont cette saison? Moi, Oui, c'est mais parce ce que Montpellier j'avais. parce que Montpellier, on est d'accord que ce club n'a pas les épaules. C'est un petit club. Il y a 3 ans, ils étaient encore en Ligue 2. Je pense que voilà, ils ont mal géré. Puis comme le disent pas mal de joueurs, on le voit, Henri Stambouli, avec qui on parle régulièrement, son fils hier à Montpellier, il nous l'a dit. Ils n'arrivent pas à digérer l'après-titre. Ils ont du mal avec ça. Donc je pense que c'est ça qui est difficile pour eux. Après, comme disait Mathias, je pense que pour nous, ce qui est important, c'est le championnat. C'est notre principale source de revenus. Les droits télé, si on arrive à aller en Champions League, c'est de là qu'on va gagner de l'argent. Et c'est très important. Je pense qu'il ne faut pas tabler sur un beau parcours en Ligue Europa ou sur un beau parcours en Coupe nationale. Je pense que le championnat doit rester prioritaire. Alors après, pour tempérer tout ce qui a été dit, quand tu vois le jeu et le niveau de jeu proposé par des équipes comme Lyon, Bordeaux, Lille, Montpellier, toutes ces équipes qui sont censées nous tirer la bourre pour une place qualificative en Ligue des Champions,
c'est pas exceptionnel, on a vraiment rien à craindre d'eux. C'est dur, Samuel, c'est dur parce que. Bah, Lille, ils sont hauts aujourd'hui, Non, clairement. mais je pense que Lille, sincèrement, Lille. C'est vrai que Lille, chaque année, ne fait pas de bruit. Non, mais Eden Hazard, Et le ils départ d'Eden finissent- Hazard pèse Oui, lourd. mais Il n'est pas remplacé, c'est- Salomon c'est- Kalou n'est pas au niveau. Mais ils ont quand même recruté malin. Ils ont Marvin Martin, ils ont pris Salomon Kalou. Marvin le petit Martin qui est Mendes, blessé le 3 petit semaines, Mendes, le qui petit a Mendes. totalement bien sûr. manqué. Ariad Mendes, ça c'est autre chose. Non, À mais l'OM, j'aurais été content. Je pense, pour juste une parenthèse lilloise, je pense, hein, et je suis même sûr, je l'affirme, Lille s'est préparé pour ce 3e tour de Ligue des Champions contre Copenhague. L'objectif des Lillois, c'était de se qualifier en Champions League, de faire entrer de l'argent dans les caisses. Il y a le grand stade qui est arrivé, le club a beaucoup dépensé, et je pense que se préparer mentalement pour ce tour-là, qui a été réussi, l'effet chute en championnat. Mais après, je trouve que tu es dur quand même, par rapport à Bordeaux, par rapport à Lyon, ces équipes qui sont censées nous tirer la bourre. L'OM, on n'a pas à se tirer la bourre avec d'autres équipes. Nous, on est en haut. Moi, pour revenir sur. Je te coupe, Romain, tu permets. Pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu parlais de Montpellier, on se disait, oui, on se demande quand ça va s'arrêter. Mais je suis d'accord avec lui parce que l'OM, cette année, a moins de créer la sensation comme l'a fait Montpellier l'année dernière. Parce qu'on a beau, comme il a dit Romain, on a beau dire ce qu'on veut. L'année dernière, tous les week-ends, c'était est-ce que Montpellier va perdre? Enfin, je veux dire, vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là. Là, on attendait tous les matchs chaque semaine en se disant est-ce que Montpellier va laisser des points? Et partout où ils allaient, et chaque équipe qui recevait. Même à Surtout à Paris. domicile. Sachant que l'année Surtout à dernière, domicile. j'ai vu qu'ils étaient à 16 points à la 8e journée. Nous, on en a 19. Bon, maintenant, on va pas se fier Oui. à deux stades comme celle-ci. Moi, je pense que Montpellier, l'OM pourrait faire comme Montpellier si justement il garde ce capital confiance qui dynamise justement Et le aussi- rythme de champion qu'ils ont actuellement. Aussi, je pense quelque chose d'important. Montpellier l'année dernière a été champion avec à peu près 80 points, si mes souvenirs sont bons. Je pense que cette année, Paris va imposer un rythme, comme on dit chez nous, de fada. Et je pense que le championnat, si on veut le gagner, ça va se jouer au-delà des 80 points. Ce qui est énorme, parce que ça fait à peu près 26-27 victoires. Et c'est de savoir si l'OM pourra jouer ça avec l'effectif qu'on a. Ah bah alors justement l'effectif, qu'est-ce que vous pensez du recrutement et des départs? Très Bah, beau. Mathias? Moi je pense que. Bon, on a recruté malin par rapport au. Enfin, on a recruté comme on a pu surtout. Avec ce qu'on Euh, avait. avec ce qu'on avait. Je pense bon, il y a certains départs qui font mal quand même, comme celui de César Azpilicueta qui a porté énormément sur son côté droit. Et Avec qui que ne ce joue pas à soit- Chelsea. Hein. qui est en plus qui ne joue pas à Chelsea, mais ça c'est un autre problème. Pour l'instant avec Abdallah, Fanny, Caboret, bon ils font le boulot comme on dit, mais Combien de temps? voilà pour combien de temps? Et de toute façon ils apporteront jamais, je pense, autant que peut apporter un joueur Non, comme Je Azpilicueta. trouve que tu es dur parce qu'Aspi, quand même, il était jeune. Et sincèrement, sur le recrutement qu'on a fait, on a pris des gens qui avaient l'amour de l'OM, l'amour de cette ville. On le voit à Un Joey recrutement Barton. 100% local. Hein. Oui, enfin, Joey Barton, on le voit, il a crié son amour Lucas sur Mendes. Twitter. Il s'arrêtait pas de dire. Moi, j'ai trouvé ça un peu gros personnellement. Oui, mais c'est Barton, bien, voilà, il montrait ouais. qu'il aimait la ville, qu'il voulait s'intégrer. On a pris le C'est une jeune. opération de com, non? Non, je pense pense pas. pas. De Je com, pense j'irai qu'il pas a- jusque Je pense là. que c'est un mais- joueur comme ça qui est amoureux du Voilà. ballon, il le dit lui. Non, je c'est- parlais sur son changement prétendu de comportement, ses tweets. Ouais, Ah du oui, jour au non, lendemain, ça il c'est se- sûr. Ses Le mec, interviews. il postait 40 tweets à la journée sur l'OM, allez l'OM. Moi, Très à au bout l'actu d'un le moment. sait, très à l'actu le suit. Non, mais enfin, je veux dire, au bout d'un moment, je trouve que c'est un peu gros. Je veux dire, tu peux aimer l'OM, tu peux aimer le ballon, mais je veux dire, le mec, il connaît rien. Jusqu'à ce qu'on s'intéresse à lui, je pense qu'il connaissait rien à l'OM. Oui, non, c'est sûr. Donc, Après, Après, tout ce qu'on lui cède, c'est d'avoir la même carrière que le dernier anglais qui est passé à l'OM. c'est- non, c'est non, sûr. Ce sera compliqué. non, pas, voilà. pas le dernier. Pas le dernier, Le parce que dernier, Tyrone Mears, parce non, que- c'était- voilà, ce sera Tyrone Mears, facile. voilà. Tyrone Mears n'est pas anglais, il est jamaïcain. Exact. Il est sélectionné en équipe de Jamaïque, je suis désolé. D'accord. Bon, Ne alors, jouons on pas avec les passe. mots. Il a eu de la chance d'avoir un ancêtre jamaïcain parce que, Ouais. On a eu de la chance sur toi, sinon c'est dans la merde. parce que revenir sinon sur, bon, il est anglais. Pour revenir sur les transferts, après on a pris Raspantino, qui est un jeune de Vitrolles, il a l'amour de l'OM, il a très bien dit quand il a signé, l'OM ça ne se refuse pas. On a su intégrer des jeunes malins, le jeune Rafidine Abdullah qui est pour moi Ouais. une bombe au milieu de terrain. Ah, qui joue au Burel quand il était petit. Il a- Au Burel ou au Caillol, je sais plus. Il a débuté Je sais à qu'il joue Félix avec Piat et après je crois. Je saurais plus vous dire, je crois que c'est Burel parce que j'ai un ami qui joue avec lui. Donc il a Franchement, Abdullah, c'est un joueur que j'adore, mais Ouais. contre le PSG, fait, il faut est quand jeune. même. Tu peux Ouais, pas. non, non, mais voilà, d'accord, tu mais peux je pas, suis d'accord, mais Mathias. il est rentré en jeu, on a vu ses limites dans les grands matchs, mais c'est normal, Mais il a c'est 18 ans, simple, il est Marseillais, il a raté ses premières passes.
Mais c'est On peut pas vraiment- lui en vouloir. Non, on peut pas lui en vouloir. C'est un vouloir. joueur sur qui on peut Voilà. miser beaucoup de choses, Ouais. je pense, parce qu'il fait un gros travail au milieu de terrain. C'est un jeune qui veut apprendre, qui est à l'écoute de ses coéquipiers, on le voit à l'entraînement. Et je pense que ça va être un joueur très intéressant pour l'OM à l'avenir, en espérant qu'on le lâche pas comme certains jeunes, par exemple Mathieu Flamini, qu'on a lâché Bah, peut-être. Qui un peu devrait trop tôt. revenir peut-être à l'Olympique de Marseille. Hein. Ça, Flamini, ça- enfin, qui est Ça se annoncé. discute, hein. Oui, ça se discute, c'est sûr, mais qui est annoncé comme le prochain retour au Vélodrome, Donc, Mathieu Flamini. Pour revenir au transfert, je pense qu'on a recruté malin, bon, surtout avec ce qu'on pouvait. La seule arrivée payante, ça a été Lucas Mendes. Je pense que le club n'a pas eu le choix, mais que le club a bien recruté. Justement, ils ont pris des gens qui allaient vite s'acclimater. Kassim Abdallah, il est d'ici, quoi. Il est de la Busseride, c'est quelqu'un qui connaissait quand même le club. Après, je pense qu'au mercato d'hiver, je sais pas ce que vous en pensez, il y aura des réajustements à faire. On va perdre les deux frères Ayou devant, parce qu'ils vont sûrement aller à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est que le Ghana est une grosse tête d'affiche pour cette compétition. Ouais. Ils vont aller loin. Voilà, on sait qu'on les aura pas pendant de nombreuses Voilà. semaines, parce qu'on sait que le Ghana devrait faire un bon parcours. Je pense que par contre ça va être très compliqué de pouvoir faire des réajustements au mercato. Ouais. Ben moi, ça que Sincèrement, j'aimerais mais- savoir. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quand tu vois, enfin, que moi, je suis d'accord avec toi, Mathias. Quand Romain, tu dis, on va faire des réajustements, c'est-à-dire, enfin, si tu fais des réajustements alors, déjà dans interne, moi, l'effectif c'est qu'il y a, des- et moi, plus des réajustements Non, voilà. par rapport aux frères Moi, Ayoub. je pense que c'est interne, parce que qualitativement, on a ce qu'il faut. Sincèrement, Rémi, Valbuena, Malfitano, Gignac, pour l'instant, Alors, c'est solide. juste une info sur Rémi. Bon, après, on peut la prendre avec sérieux ou pas, ça vient de Foot Mercato. Il pourrait partir à Chelsea en janvier. Chelsea, c'est ça. Quand on connaît maintenant la véracité du site, Je pense pas. Moi j'y crois pas trop. Je Ben, pense que c'est s'il pas doit quand on avoir- connaît la véracité du site, c'est quand on connaît l'effectif de Chelsea cette année. Je suis pas sûr que Devant, la il a forme pas sa actuelle, place. voilà. Je suis pas sûr que sa la forme. polyvalence lui permettrait d'évoluer sur. Si tu m'avais dit l'année dernière, Ils ont Rémi beaucoup de joueurs Samba. polyvalents déjà. Ils ont beaucoup de joueurs polyvalents. Oui, mais surtout si tu m'avais dit l'année dernière, avant sa blessure, Rémi s'en va à Chelsea, je t'aurais peut-être cru. Maintenant, là, à l'heure d'aujourd'hui, Rémi qui s'en va à Chelsea au mercato d'hiver, non. Il y a un départ qui devrait être, je pense, acté cet été, c'est celui d'André Ayou. Ouais. Je Non, pense je que ça pense va être pas, inéluctable je pense cet pas. été. Je pense que Mais alors, André le Ayew, Bayern, Arsenal. pour quel club Le Bayern, Arsenal, des équipes Le qui Bayern, le suivent c'est- depuis un le moment. Parce Bayern, qu'aujourd'hui, c'est c'est un positionné. bon choix si l'OM finit dans les 3 premiers en France, de partir à Arsenal qui n'a plus rien gagné depuis 8 ans, qui, malgré un très bel effectif, un très beau jeu, Il bute. voilà, c'est exactement Il ça, bute, n'a pour pas lui. le niveau en Ligue des Champions, clairement. Pour lui, je sais Une pas si équipe c'est de un bon Milan choix. vieillissante les a humiliés à l'aller, après une claque au retour. Pour lui, c'est Mais c'était pas assez. peut-être pas un bon choix, mais l'OM va Bayern, être oui. obligé de vendre. C'est simple, si on n'est pas en Ligue des Si Champions, on il n'est va pas en Ligue des partir. Champions, de toute façon, Voilà. je pense que Rémi et Ayou devront partir. Ils seront pas remplacés. Voir Nkoulou. Hein. Voir Nkoulou, je pense qu'ils seront pas remplacés qualitativement, ça c'est pratiquement sûr. Voilà, c'est pour ça que la qualification en Champions League est très importante cette année si on veut pas perdre nos 2 voire 3 Ben, je pense- grands joueurs. C'est le thème, je crois, qu'on abordera après, donc sur ce que joue l'OM. Juste donc pour revenir sur les transferts, comme je disais, donc qualitativement, on a de la qualité. Après, c'est quantitativement que ça risque d'être compliqué, parce que si on perd les deux frères Ayou dans le secteur offensif, on se retrouve avec 6 joueurs. On se retrouve avec Raspantino, on se retrouve avec Loïc Rémy, avec André-Pierre Gignac, Amalfitano, et on peut éventuellement se retrouver avec un Valbuena ou un Jérémy Morel qui peut monter d'un grade, mais c'est light quand même, ça fait que 5 joueurs pour plusieurs compétitions, donc je pense qu'il faudra réajuster. Après, faudra voir les moyens du club. Eh bien écoutez, merci pour toutes ces interventions. Tout de suite, la rédaction, on va se retrouver autour de la machine à café pour prendre un coca parce qu'il fait très chaud dans le studio. Et on vous retrouve juste après. Et bon retour sur le talk de 13 à l'actu. Après une pause bien méritée, nous sommes de retour. Et tout de suite, le dernier débat de l'émission. Bob vs Deschamps, 2 méthodes en opposition. Quelles sont leurs méthodes? Quels sont leurs principes de jeu? Quels sont leurs styles? Mathias, à vous l'honneur. Ben, personnellement, Eli Bob, j'étais sceptique quant à son arrivée à l'OM. On annonçait des noms comme Eric Guéret ou Lucien Favre qui faisaient du très beau jeu au Borussia Mönchengladbach qu'on va rencontrer. Donc voilà, j'étais sceptique, mais j'étais persuadé que ces 2 années en tant que consultant à Canal+, et donc ces 2 années à ne rien faire, entre guillemets, allaient être très bénéfiques pour lui. Dans le sens où en plus, voilà, quand il est arrivé, il l'a confirmé en disant qu'il n'était pas resté chez lui à rien faire. Il a fait beaucoup
beaucoup de tours dans les grands clubs européens, un tour d'Europe pour voir les méthodes d'entraînement, pour parler à beaucoup d'entraîneurs, parler à beaucoup de joueurs. Voilà, il a pris le temps d'analyser le nouveau football. De se perfectionner. Voilà, de se perfectionner, d'analyser le nouveau football. Et pour l'instant, ça porte ses fruits. Il a l'air d'avoir la bonne méthode, très proche des joueurs. Benjamin ? Moi, c'est juste pour revenir sur ce qu'a dit Mathias, c'est vrai que bon, c'est sûr qu'il a pas dû passer 2 ans chez lui, quoi, mais bon, juste sur le fait quand il a été, le fait d'avoir été, le fait d'avoir été consultant chez Canal+, ben, je pense que ça a pu lui permettre de prendre du recul en tant qu'entraîneur, parce que comme il a dit Mathias, en ayant regardé les autres équipes jouer, bon, après consultant bien entendu, chaque semaine, chaque jour, il décortiquait les matchs, les buts, les actions, etc. Il a participé à pas mal de débats également. 2 ans chez Canal, je pense que ça forme. Ça a pu justement lui permettre d'acquérir ce petit quelque chose en plus justement qui lui manquait pour obtenir peut-être des résultats en tant qu'entraîneur, mais surtout des résultats pour l'Olympique de Marseille. Enfin, alors, si on adapte c'est juste une stat sur Elibop. J'ai sous les yeux son bilan en tant qu'entraîneur. C'est 553 matchs sur le banc, 212 victoires, 165 matchs nuls et 187 défaites. Donc en gros, on a un pourcentage de 38% de victoires. Ce qui est, à mon sens, largement insuffisant pour un entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est laborieux. C'est très laborieux. Il faut aussi se souvenir qu'il a entraîné le FC Nantes. Oui, qui n'était pas dans une. Ils lui ont pas mis le couteau sous la gorge non plus. C'est sûr, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Bopp était le meilleur choix ? Est-ce que Ravanelli n'avait pas une plus grande connaissance du club et peut-être plus de choses à prouver, une meilleure gestion des jeunes ? Et surtout, est-ce que dans le clash Deschamps-Anigo, il n'aurait pas été plus bénéfique que Deschamps l'emporte ? Que ce soit le meilleur choix, on le saura jamais, parce que peut-être que Ravanelli aurait gagné tous ses matchs, peut-être qu'il en aurait gagné aucun. Enfin, on ne sait pas. Pour l'instant, Bopp donne raison à ceux qui ont décidé de sa venue. C'est tout à leur honneur, c'est tout à son honneur aussi. Faudra voir avec le temps, la trêve hivernale, sa première saison tout simplement sous les couleurs de l'OM. Mais pour l'instant, les résultats lui donnent raison. C'était peut-être pas le meilleur choix, parce qu'il y avait du Ravanelli, du Guérès, du Favre, mais voilà, pour l'instant tout lui donne raison, donc on ne peut qu'être content de sa venue. C'est sûr que si l'OM était 14e ou 15e à 5-6 points, on serait de toute façon pas inquiet, je pense. Ce serait peut-être presque normal. On serait pas inquiet, voilà, c'est vrai nous c'est plus le scénario auquel nous, quand je dis nous, c'est bien entendu les Marseillais, c'est plus le scénario auquel on s'attendait en ayant entendu la venue de Bopp en tant qu'entraîneur à l'OM, quoi. Mais voilà, aujourd'hui, comme dit Mathias, il est leader du championnat, il a 19 points, il a 6 victoires. Voilà, on n'a rien à lui dire. Pour l'instant, on n'a rien à lui dire. Après, comme a dit Mathias une fois de plus, on verra avec le temps. Je pense que c'est le meilleur choix possible pour le championnat français. Elibop, on sait que le championnat français, il a pas mal écumé. Il a fait Bordeaux, il a fait Nantes. Je veux dire, il a Saint-Etienne, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Marseille. Voilà. Sachant qu'il a fait 2 passages à la SSE. Alors, je pense bien sûr qu'on est d'accord que Marseille est son plus grand club qu'il ait entraîné jusqu'à présent, et je pense que son expérience du championnat français nous sert, on le voit d'ailleurs, il réussit, et je pense que c'est aussi là où Vincent Labrune et le corps dirigeant de l'OM a été bon. Prendre Ravanelli, prendre Favre, bien sûr c'est des grands monsieur, enfin quoique Ravanelli n'a rien prouvé encore, mais c'est quelqu'un, il est entraîneur des moins de 15 de la Juve. Oui voilà, c'est quelqu'un bon quand même qui a une certaine légitimité surtout à l'OM. Mais je pense que pour réussir dans le championnat, Favre aurait eu besoin d'un temps d'adaptation, ce que Bopp n'a pas besoin. Et je pense que c'est là où on réussit. Et puis un point important aussi, le staff 100% marseillais cette année. Franck Passion adjoint, on sait que c'est quelqu'un qui s'est toujours occupé des jeunes. Juste une précision, 100% marseillais par la force des choses. Les moyens ne permettaient pas de garder Nicolas Dehon qui s'entendait très bien avec Mandanda et tout le staff de Deschamps d'ailleurs. Alors on est d'accord que c'est aussi un peu le hasard qui a bien fait les choses. Mais quand je dis Marseillais, je me comprends que ce soit Christophe Manœuvrier ou Alain Soultanian, les médecins du club, ce sont des gens très performants. On le voit d'ailleurs, ils sont appelés régulièrement en équipe de France pour seconder, pour faire partie du staff. Donc c'est des gens qui sont compétents, c'est des gens qui ont l'amour de l'OM, et je pense que ce staff entier a servi. D'ailleurs, j'en parlais hors émission avec Benjamin qui me disait que le staff
que le staff avait eu une discussion avec André-Pierre Gignac. Si tu peux nous préciser, Benjamin, ce que tu me disais. Ouais, enfin, c'est même pas le staff, c'est pour revenir un petit peu sur Eli Bopp, qui est un entraîneur pour moi qui marche vachement, comme tu dirais toi Samuel, à l'affectif, hein, qui marche beaucoup à la confiance, à l'affectif. Ouais, moi j'ai eu écho d'une petite réunion qui s'est tenue entre André-Pierre Gignac, Franck Passy et Eli Bopp, durant laquelle les deux entraîneurs auraient justement pas avoué, mais ils auraient clairement expliqué à André Pierre que cette saison il comptait clairement sur lui. Donc voilà, partant de là, je pense que un joueur comme André Pierre Gignac, qui est un joueur qui marche à l'affectif et bien entendu à la confiance, je pense que il faut pas chercher plus loin, le déclic il est de cette réunion là. Et Eli Bopp, voilà, on le voit qu'il est très proche des joueurs. Un peu à l'image d'Eric Guéret, quand il était là. Voilà, il est très proche des joueurs, il a su redonner confiance en énormément de joueurs, peut-être comme Benoît Chéroux qui avait énormément perdu confiance en lui sous l'ère Deschamps. Deschamps n'hésitait pas à le mettre entre guillemets de côté. Voilà, ces joueurs ont repris confiance, que ce soit Gignac, que ce soit Chéroux. Ça tombe bien qu'on l'exemple parle le plus frappant, c'est quand même André-Pierre Gignac. Ça tombe bien qu'on parle de Deschamps. Le plus marquant. Ça va nous permettre de lancer un peu le chapitre sur lui. Il est arrivé à l'Olympique de Marseille, il a ramené des titres après 17 ans de disette. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, rétrospectivement, sur ces 3 années, sur sa méthode ? Alors, quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Deschamps, et ça, personne ne peut dire le contraire, mais vraiment personne, je suis catégorique. Deschamps est un grand entraîneur. Deschamps a réussi de partout où il est passé. Mais Deschamps n'est pas un entraîneur sur la durée. On le voit bien à Monaco, il a fait une très belle saison, une finale de Ligue des Champions. À la Juve, voilà, il les a fait remonter, mais on a vu que les années d'après, c'était moyen. Alors, à tel point juste que... une chose, la Juve n'a pas voulu le conserver sur le banc. Oui, voilà, on voit pourquoi, parce que la Juve ne retrouve la Ligue des Champions que cette année, alors que l'épisode des matchs truqués date quand même d'il y a maintenant 4 ou 5 ans. Donc Deschamps est un grand entraîneur, ça, on ne peut pas dire le contraire. Après, l'avantage qu'a Bob, comme je vous l'ai dit, c'est bien sûr le championnat. Et le désavantage de Deschamps, je suis là où je suis tout à fait d'accord avec vous, il ne marche pas à l'affectif. Il n'a pas du tout de scrupule à mettre un joueur de côté, à le laisser sur le banc, et à la limite... c'est un peu la culture de la gagne, cette culture italienne. Oui, mais c'est après, pas... c'est une caractéristique il a été formé là-bas pour un entraîneur. Je veux dire, voilà. On peut pas lui en vouloir. Des fois ça marcher, marche, des fois ça marche Aujourd'hui, pas. concrètement, qui on a comme entraîneur dans le monde du football global qui ont cette culture de la gagne? On a Deschamps, on a Mourinho, mais on Mourinho a Ferguson. marche à l'affective. On pourrait dire Guardiola, mais même pas Guardiola, c'est cette culture du beau jeu. Ferguson, c'est un peu plus complexe. On peut pas dire. Je parle pour lui, hein. Oui, on peut pas dire réellement qu'il a la culture de la gagne. Il l'a, mais quand tu vois que le mec, ça fait plus de 20 ans qu'il est à Manchester. Voilà, le moindre joueur qui vient l'aime. Voilà, le moindre jeune qu'il a sous son aile. Je veux dire, en tant que jeune joueur, tu signes à Manchester United. Tu sais que tu signes pour un moment. Je veux dire, en tant que joueur, tu sais que tu vas te retrouver avec un coach comme Alex Ferguson, qui a plus de 20 ans d'expérience dans ce club. Il va négliger personne. Ben c'est simple. Donc c'est un mélange entre peut-être la confiance qu'il va donner à certains joueurs et l'affectif pour certains joueurs. Parce que quand tu vois justement les relations qu'ont Wayne Rooney et Alex Ferguson, je veux dire, c'est quand même assez exceptionnel, hein, pour un des meilleurs attaquants du monde et un des meilleurs entraîneurs du monde. Est-ce que c'est pas peut-être le problème de cette nouvelle génération d'entraîneurs, ne pas savoir s'imposer sur la durée dans un club? Alors non, on a eu cet exemple avec Guardiola, on a cet exemple. Non, c'est dur Samuel. Guardiola il s'est imposé quand même. Mais je ne dis pas ça, Guardiola s'est imposé, il est indiscutable, mais il n'a pas supporté peut-être toute cette pression qui allait autour au bout de 3 saisons. Oui, mais après, on a Laurent Blanc qui a duré 3 ans à malheureusement, Bordeaux, la dernière saison était catastrophique. Malheureusement, c'est le football moderne et il n'y a pas que des choix sportifs qui dictent les carrières. Exactement. Choix financiers. Ça ne concerne plus c'est que le les même- joueurs, même ça pas- concerne même pas- aussi, même pas les que entraîneurs, ça financier, concerne les joueurs aussi. Après ça c'est un autre sujet, comme a dit Romain, le football moderne, on pourrait y passer, on pourrait Voilà. faire le football moderne. C'est le football d'aujourd'hui, on pourrait y passer franchement 3 heures dessus quoi, en débattant. Regarde Mourinho, il a commencé au Portugal, il a été en Angleterre, il est en Espagne, il a toujours réussi. Mourinho, il a quand même eu des mentors de talent. Van Gaal. Oui et non. Van Gaal. Mais non, mais si on Van veut Gaal par- du Barça. Oui, mais si on veut parler de mentor, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vrais entraîneurs alors qu'ils se seraient formés tout seuls. Pas beaucoup d'entraîneurs ont eu cette chance-là d'avoir un mentor. Après, moi, ce que je pense, pour recentrer le débat sur Deschamps-Bob, je pense que Deschamps a bien marché à l'OM. On ne peut pas le nier, il nous a ramené des titres, il nous a ramené le titre de champion. Ça, il n'y a pas de souci. Mais son problème, comme on le dit, c'est sur la durée.
après, il n'arrive plus à remotiver les joueurs, à leur transmettre cette envie-là. Et on l'a bien vu l'année dernière, cette série qu'on a eue de défaites et de matchs sans gagner, où il ne savait plus quoi faire, où il n'a pas su taper du poing sur la table et dire voilà les gars, il faut se motiver, on a un peuple derrière nous, on a tout le monde qui nous attend. Et il s'est laissé porter, il était il flottait il s'est laissé entraîner par ce rythme, par ce mauvais rythme qu'il a pris, quoi, je veux dire. Bon, et après, bien sûr, il faut dire ce qui est, José Anigo ne lui a pas du tout facilité la tâche. C'était vraiment invivable. Ça, c'est extra sportif. Après, oui, c'est mais extra ça a sportif. joué, Mais ça a joué. Je suis désolé, ça joue à un moment. C'est Des même- joueurs qui ressentent cette tension. Un staff, on a la chance de connaître quelqu'un proche du staff, l'intendant de l'OM, qui nous l'a confirmé à nous tous que la situation est invivable et que lui-même n'aurait peut-être pas pu tenir une année supplémentaire. Des joueurs qui en avaient marre. Donc aujourd'hui, il y avait un choix à faire. C'est le choix d'Anigo qui a été fait. Certes, est-ce que c'est bien ou pas? On n'a pas les arguments pour répondre. Ce serait sortir de notre cadre. Mais à partir de là, oui, ça a pesé. Et pour revenir à Bob Deschamps, je pense que Deschamps, c'est le meilleur entraîneur pour l'OM, entre guillemets, d'un OM avec les moyens. D'un OM qui a les moyens. Et Bob, c'est peut-être pas le meilleur, mais un très bon entraîneur pour l'OM Bon bricoleur. Parce qu'il actuellement, il a par bon rapport aux bricoleur. finances actuelles. dans tous Un les clubs où bon il est bricoleur, passé, ça me va, moi. Voilà. dans tous les clubs où il est passé, il Bob était le habitué bricoleur. à ça. Ouais. Il a été habitué. Celle-là, faudra la garder. Bob le bricoleur. Bob ouais. le bricoleur. Voilà, c'est ça. Il On a, y est. il a été habitué, Bob, là où il est passé, à ne pas avoir de gros budget et à ne pas pouvoir, entre guillemets, faire avec des gros joueurs. Après, je pense aussi quelque chose qui joue. On sait que maintenant les joueurs de l'OM ont vécu cette période difficile et je pense que c'est parce qu'ils ont vécu cette période-là que maintenant ils se mobilisent derrière l'entraîneur, derrière le staff. Après, on peut parler des points forts et des points faibles. On ne peut pas dire ce qu'aurait fait Didier Deschamps cette année avec cet effectif. On Il peut pas aurait dire fait, ce Il y a eu une cette année, cassure, mais l'année il y avait dernière, clairement une mieux. cassure dans l'effectif. Oui, on peut pas dire Il ce qu'il aurait aurait fait fait cette difficilement année. mieux. On peut pas dire ce qu'il aurait fait cette année, mais l'année dernière, il était 13ème à la même période avec 7 points, alors que là, cette année, on est premier avec 19. Et il avait des meilleurs joueurs à sa disposition, Alors, je comme veux- Azpilicueta, comme Lucho. Alors, j'ai sous les yeux la fiche de classement de l'OM sur les 5 dernières années. Donc, jusqu'à l'année 2011, on a des gros effectifs, ce qu'on peut appeler des effectifs Oui. fournis. Oui. Donc, en 2008, on finit 3e. En 2009, 2e. 2010, on est champion. Et en 2011, on finit 2e. Donc, à l'époque, l'année du titre, je vous le rappelle juste comme ça, on a Ben Arfa, on a Koné, On a Nyang, on a Nyang, on a surtout Mamad. on a tous les postes qui sont doublés, des effectifs qui tournent. L'année des Champs où il finit 10e, ce n'est pas le cas. Ah bon? Je suis pas du tout d'accord, Samuel. Si Alors, tu je- regardes j'attends. l'effectif l'année dernière, on avait un des plus beaux effectifs Un français. des plus beaux, mais au niveau de la qualité, Pas le certes. 13e. Ben, Au niveau de la quantité, Sur le papier, on a est-ce que nous étions faits pour jouer ces 3 compétitions de front sur le que papier, sont la Ligue des Champions, la Mais Coupe de la on- Ligue on sur avait le papier, plus on avait beau. la plus belle attaque. On avait Sur le papier, plus beau, on mais avait en la plus termes belle. qualitatifs, peut-être pas en termes Puis quantitatifs. sur le papier, il y a une différence entre le papier et le terrain, tu Ah le oui. sais ça. Je suis d'accord, mais là où l'OM l'année dernière, en fait c'est simple. On a mis 7 journées à gagner un match. On a gagné notre premier match contre Evian l'année dernière au bout de 7 journées. Et on a complètement inversé la dynamique. Comme on l'a dit tout à l'heure, nos 18 premiers points cette année vont compter à la fin. Ces 18 points qu'on a ratés l'année dernière ont aussi compté. Une stat qui va ravir Mathias au passage. La série de 15 matchs sans victoire de Après l'OM le départ arrive de après Lucho le départ de González. Lucho. correspond avec le départ d'El Comandante. Et la remontée de Porto et leur titre correspond à l'arrivée de Lucho. Donc, chers auditeurs de 13 à l'actu, comme vous pouvez le constater, nous avons une groupie au sein de la rédaction. Ouais. On Une peut appeler grosse ça comme groupie. ça. On peut appeler ça comme ça, évidemment. Donc, Après, c'est sûr qu'en perdant des cadres, des cadres de l'équipe, parce que Lucho, même s'il n'avait pas, enfin pour certains et pour ma part, s'il n'avait pas le rendement que j'espérais de lui dans la période tu où fais il est gagner un parti. titre. Ouais, mais s'il n'a pas, enfin Gagne un moi je te championnat, parle. lui tout seul, quoi. Oui, mais moi je te parle l'année dernière, juste avant qu'il parte, s'il n'avait pas le rendement qu'on souhaitait qu'il ait, pour moi c'est pas un hasard parce que ça ne veut strictement pas dire que Lucho est un mauvais joueur. La preuve, comme a dit Mathias, il est retourné à Porto. Porto a retrouvé son jeu, hein, Porto a c'est- retrouvé son jeu. Il marque et des buts et pas n'importe quel but en plus. Donc pour moi c'était un tout. On était avec Deschamps, on était dans une mauvaise sphère, vraiment quelque chose de malsain. L'OM était devenu malsain. Voilà, depuis quelques matchs, juste avant le départ de Deschamps. Avant d'attaquer le quiz pour finir cette émission, verdict, Bop ou Deschamps, Benjamin. Ben, disons que moi je préfère quand même Didier Deschamps.
Mathias? Moi, comme je l'ai dit, dans le contexte actuel Elibop, dans un OM avec plus de moyens, Didier Deschamps. Romain? Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mathias, mais Également, hein, mais, vu qu'il faut trancher. moi j'élargis au staff et je préfère le staff d'Elibop de cette année au staff et à la manière de coacher les joueurs de Didier Deschamps de l'année dernière. Et alors moi je vais rejoindre Mathias mais avec une nuance. J'estime que, et c'est mon avis personnel, hein, tant qu'il y a la victoire, tout va bien dans un club. C'est sûr. Forcément. À partir de là, on a pu fustiger Deschamps pour la faible qualité de jeu qu'il y avait, mais on peut pas lui enlever les victoires et les titres. C'est ce donc que j'ai dit. Personne ne peut le contester. Et c'est ce qu'il a dit. je vais Personne ne pourra lui voter enlever. Deschamps. Et maintenant, tout de suite, pour vous, le quiz. Vous êtes 3 en concurrence. Je vais me C'est faire un laminer. spécial Coupe du Monde. Et autant vous prévenir, ça va être axé Brésil-Allemagne 2002. Je vais me faire laminer. Alors, première question pour Benjamin. Le fait de jeu le plus célèbre de Brésil-Turquie 2002 au premier tour des phases qualificatives de Coupe du Monde. Il t'en demande beaucoup, là. Un fait de jeu qui est rentré dans l'histoire. Un fait de Est-ce jeu que- qui est rentré dans l'histoire. Il vous reste 5 secondes. Là, 3, 2... je l'ai pas. Eh bien, il s'agissait de la simulation de Rivaldo après un ballon envoyé sur la cuisse et il avait fait croire qu'il lui était arrivé dans la tête. Mathias, Je une m'en question. rappellerai. Il faut. Hein. Mathias, une question pour vous. Quel joueur de l'équipe de France n'a pas pu disputer les 2 premiers matchs? Parce que Zinedine blessé. Zidane. Zinedine Ouais, Zidane ça qui commence joue- à disputer. qui joue seulement face au Danemark pour le 3e match et qui fait un non-match. Favoritisme. Eh ben, je vais vous favoriser aussi, Romain. C'est du favoritisme. Romain, quel est le buteur de l'équipe sénégalaise contre l'équipe de France? Papa Bouba Diop. 0, 1, 1. Deuxième série de questions. Je continue avec le Brésil ou pas, Benjamin? Écoute, c'est comme tu veux, mais donne-moi des points. Le style de... non, trop compliqué ça. Le but le plus rapide de la Coupe du Monde. Ouais. Oh là là. Ouais. Facile. But de la Corée du Sud. Non, Faux. non. Il est mauvais. Hakan Mais- Soukour, petite Le finale Turc. de la Coupe du Monde. Oui, mais ouais, contre la Corée du Sud. Non, 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 Ah, je il suis se pas rattrape. d'accord. Vous le verriez, chers pas auditeurs, d'accord. il est magnifique quand il est de mauvaise On foi. lui donne 0,5. Non, non, non. Ouais, non, je suis Je d'accord. ne suis pas d'accord. C'est faux, c'est faux. Mathias, Oui. pouvez-vous me donner le nom du buteur brésilien contre la Turquie en demi-finale? C'est facile. Oh là là. Quel style de Tu frappe? peux arrêter de dire Un après chaque pointu question, petit c'est facile. filet opposé de Ronaldo. J'ai pas eu le temps de répondre, mais Je c'est suis Ronaldo. et- d'un scandalisé, pointu. outré. T'inquiète par pas, le va. La favoritisme. dernière question qui est en groupe où vous allez devoir tourner, et je remercie RMC pour ce concept d'ailleurs, elle va vous faire cracher. Je suis scandalisé Romain. par l'accueil qu'on réserve à nos invités, c'est du favoritisme. Tout à fait d'accord. Question pour Romain, je la cherche. Donnez-moi le dernier carré de cette Coupe du Monde 2002. Corée du Sud, Turquie, Brésil, Allemagne. Très bien. Et alors maintenant, à tour de rôle, je vais vous demander, et écoutez bien, de me donner les noms des joueurs qui ont joué cette finale de Coupe du Monde. Ouh là là. Benjamin, à vous. Je dois en donner qu'un seul. Ouais. Un tour Non. de rôle jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. Oliver Kahn. Oliver Kahn, c'est bon. Merci Ronaldo. Gilbert Vibrois d'ailleurs. Ronaldo, facile. Ronaldo, c'est bon. Mikhail Balak. C'est bon. Roberto Carlos. Attendez. Balak, de ce que j'ai sous les yeux, Était suspendu. Je croyais que c'était moi qui l'avais ne l'a fait. pas joué. Je croyais que c'était moi qui l'avais fait. C'est bon. Romain Ferrat éliminé. C'est dur, au premier Ouais, tour, c'est c'est très dur. dur. Très violent. C'est compliqué. Et il a voulu faire le mec facile avec Voilà. l'accent. Sur 23 ou 24 possibilités, c'est dur quand même. Oh là 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 là. Roberto Carlos, c'est bon que je fasse pas la même. C'est bon. C'est bon. Mathias. Cafou. C'est bon. Dida. Dida, c'est pas bon. C'était Marcos le gardien.
Donc, juste comme ça, au passage, je vous donne les... Ronaldinho, il y en avait plein. Je vous donne les compositions. Allemagne, Oliver Kahn, Thomas Link, Christoph Metzelder, Karsten Ramlo, Dietmar Hamann, Jens Jeremies, Marco Bode, Bernd Schneider, Thorsten Frings, Oliver Neuville, Miroslav Klose, remplaçant Christian Ziege, Gérald Asamoah et Oliver Bierhoff. Je tiens juste à Pour le féliciter Brésil. Samuel Pour la prononciation. pour son excellent accent. Thorsten Il me fait penser Thorsten Frings. à certains moments à notre cher confrère Vincent Moscato. Samuel, félicitations. Il nous a anglicisé. Et pour le Brésil, Marcos, Cafu, Lucho, Roque Junior, Edmilson, Roberto Carlos, Gilberto Silva. L'attaque des 3 R. Non, alors attendez. Kleberson et enfin les 3 R. Oui, Ronaldo. Rivaldo, Ronaldinho. Ronaldo. Et le meilleur, sans doute un des meilleurs attaquants de sa génération, voire de l'histoire. Enfin, je parle à titre personnel, Ronaldo. Brésil. Et sont rentrés en cours de match Denilson et Juninho Paulista. Comme quoi, tout arrive. Eh bien écoutez, chers auditeurs de 13 à l'actu, c'était votre talk. On espère que vous avez pris du plaisir, nous en tout cas beaucoup. Et on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bye bye. Salut. Merci, au revoir.